Abel Bildobé a raison de dire que M. Kamto a une phobie et une folie des grandeurs. Il estime qu'il est supérieur à tout le monde. Et donc, il ne consulte même pas ses propres militants. Comme on l'a vu en 2020, Célestin N'Djamène l'a révélé, qu'il a pris cette décision seul sans consulter personne. Et on l'a vu, il prétend avoir démissionné du MRC pour le Manidem, alors que les militants n'étaient même pas au courant. Même son propre bureau, même son vice-président Mota n'était pas au courant. Justement, pourquoi il n'y a pas eu la même communication autour de sa démission pour rejoindre le Manidem que quand il démissionne aujourd'hui du Manidem pour rejoindre le MRC? Oui, parce que là-bas, ils vont dire qu'il était dans les stratégies pour faire les pièges, pour se prendre l'ennemi ou l'adversaire, c'est son nom. Donc, mais en réalité, grosso modo, je crois qu'il fait ce qu'on pourrait appeler en droit un abus des faiblesses. Il abuse de sa chaire universitaire de professeur contre les jeunes analphabètes politiques qui croient en lui. Doki est une victime, et il vous l'a dit, que moi, tout ce qu'il m'a dit, tout ce qu'il disait, j'y croyais. Je n'ai jamais cru que c'était faux. J'ai toujours cru qu'il avait gagné l'élection. Donc si Doki, avocate, croit que ce que le grand prof dit ne peut pas quand même mentir, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont moins que Doki, qui ne vont pas réfléchir jusque-là et qui vont croire. Donc voilà, grosso modo, moi je rejoins un peu Elie Lobé sur cette analyse, qu'en réalité, il est égocentrique, imbu de lui-même, il croit qu'il est supérieur à tout le monde. Et je le dis parce qu'on a travaillé par le passé. Vous avez cheminé ensemble. On a cheminé quand on était dans l'opposition. Et lorsque vous voulez cheminer avec lui, tout ce qu'il vous demande, c'est de le rejoindre. C'est-à-dire qu'il était question que le PADEC rentre dans le MRC et se dissout dans le MRC. Et je me souviens comment Alain Foguet disait que si j'ai une voiture qui va à 20 à l'heure et que je vois une autre qui va à 80 à l'heure, il faut que je dépose ma voiture qui va à 20 à l'heure pour prendre celle qui va à 80 à l'heure. Donc, en fait, c'était une figure. Donc, ils sont un peu dans cette logique de supériorité. Oui. Et j'appelle abus de faiblesse, c'est-à-dire c'est une infraction pénale, mais ici, je la mets dans le champ politique pour indiquer que ces militants qui sont en général pas beaucoup instruits, qui pullulent dans Facebook, dans les réseaux sociaux, et qui ont une culture, une éducation approximative, ne peuvent que l'idolâtrer, croire qu'il est vraiment... Ils n'ont jamais cru qu'il ne serait pas président aujourd'hui. Ils sont étonnés qu'il ne soit pas encore président. En 2025. Oui, ils sont étonnés qu'en 2025, ils soient encore en train d'errer. Mais, sauf qu'il ne réalise même pas qu'il est en train d'errer. Mais je crois que lui-même se rend compte qu'il est en errance totale. D'accord. Alors, on va prendre une dernière réaction, celle de Célestin N'Djamène, qui vous a rejoint récemment dans le G20. Oui. Lui aussi, qui est un ancien cadre et militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il a démissionné après le boycott des élections municipales et législatives de 2020 pour créer sa propre formation politique à part. Il a également réagi à la suite de cette démission de Maurice Kamto du Manidem pour rejoindre à nouveau le MRC. On regarde. Il est certain qu'on n'a jamais vu sur la scène politique camerounaise un homme ou un individu qui personnifie autant l'instabilité émotionnelle, l'incohérence et la prostitution politique. Arrêtons-nous sur les deux premiers éléments, les deux derniers éléments que j'ai cités. L'incohérence politique. En 2019, le 30 novembre, M. Kamto à Oudja, j'étais là, réunit les femmes du MRC et leur dit que les gens se moquent de nous, les gens nous poussent au boycott, les gens nous demandent de ne pas aller aux élections, que ça serait une caution apportée au régime en place. Mais nous leur répondons que la politique de la chaise vide,
n'a jamais payé nulle part dans le monde. Et il rajoute, quoi qu'il arrive, le MRC ira aux élections du 9 février 2020. Le 24 janvier 2020, en vue des élections législatives, moi j'étais tête de liste au municipal de 2020, à Douala-5e. Le 24 janvier, le dernier jour, le jour de la clôture de liste, ce même personnage annonce que, pour des raisons de code électoral, qui est mauvais, pour des raisons de conflit dans le NOZO, le MRC ne prendra pas part aux élections du 9 février 2020. Je rappelle qu'avec ce même code électoral, il a pris part aux élections de 2013, législatives, où il a été battu très sèchement dans le Fundi, et il a pris part, bien évidemment, comme vous le savez, aux élections présidentielles de 2018. En 2023, le 10 décembre, au palais des congrès à Yaoundé, il annonce que le code soit bon ou mauvais, il ira aux élections présidentielles de 2020, même si ça avait lieu demain. Le même ordre. Le 23 avril 2025, il lance un débat fantomatique sur le mandat impératif. Il s'offre les services de certains comédiens juridiques, comme je ne vais pas les citer, vous les connaissez, qui sont par ailleurs considérés comme des professeurs agrégés, et dit non, j'ai des élus. Voilà un homme qui a boycotté, qui prétend qu'il a des élus malgré tout. Extraordinaire. Et au lieu de tenir sur sa ligne, le 25 juin, il démissionne du MRC pour aller finir dans un parti Yango que vous connaissez, je ne vais pas le citer, et qui se trouve au quartier Tif, Carrefour Tif, à Douala, ici même à Douala. Donc on ne peut pas être aussi pathétique dans l'incohérence. De mémoire d'homme, je le répète, il n'y a jamais eu un homme politique aussi pathétique, aussi instable et aussi incohérent. Il n'y a jamais eu au Cameroun un homme politique aussi pathétique, aussi instable, aussi incohérent comme Maurice Kamto. Les propos sont de Célestin N'Djamène. Vous ne trouvez pas ces propos assez durs? Mais non. N'Djamène est un témoin. À cause de Maurice Kamto, N'Djamène a fait la prison avec lui. N'Djamène l'a connu en toute proximité. Quand vous connaissez quelqu'un, il n'était pas seul. Ils l'ont connu en prison. Ils ont vécu ensemble en prison. Et donc, il a démystifié. Il a perdu de l'aura que, comme je parlais de Doki et Célestin N'Djamène, N'Djamène, lorsque M. Kamto décide de ne pas aller à l'élection présidentielle de 2020, N'Djamène était dans une fureur totale, indescriptible, et c'était compréhensible. Surtout que le monsieur justifiait que lui, il n'est pas là pour donner pour favoriser la carrière des gens. Il est là pour le changement, qui ne passe que par lui uniquement. Donc ça ne peut pas passer par N'Djamène. Donc N'Djamène est amer et il a raison. Je pense que s'il y a encore des gens qui utilisent leur cerveau dans le MRC, des intellectuels, des gens comme... ils sont nombreux, qui sont des docteurs, qui ont fait l'école et tout ça. S'ils restent, après que monsieur va revenir, oui, à ce moment-là, je pense qu'il y aura encore d'autres démissions. Je ne sais pas pourquoi cette mouche insiste à vous... Vous ne dites pas ça à la télé. Non, c'est la réalité. Les téléspectateurs ont pu le remarquer. On a essayé de tout faire ici au plateau. Bon. Donc bref, comme je vous expliquais... J'espère que ce ne sont pas vos détracteurs qui essayent de vous perturber. Donc, vraiment, c'est rien ça. Les téléspectateurs ont le droit de savoir que les leaders qui conduisent leurs militants
dans l'insécurité professionnelle, Oui. dans l'insécurité juridique, qui perdent leur liberté, qui perdent leur emploi, qui perdent leur... C'est-à-dire qu'ils mettent leur vie en difficulté, ne méritent pas d'être suivis. Nous devons faire en sorte que les gens qui sont encore en train de vouloir le suivre sachent ce que Célestin Germain a vécu, ce que Ndoki a vécu, ce que Paul-Éric Kingé a vécu, ce que Penda Ekoka a vécu. Ils sont trop nombreux. Donc c'est important, c'est très important. D'accord. Cela nous amène justement à embrayer sur le cas des consultations en vue de présenter un candidat unique de l'opposition. Peut-être que ça ne sera pas effectif lors de la prochaine élection présidentielle, mais tout au moins les échanges ou alors les rencontres se sont multipliées ces 2 derniers jours, notamment entre le professeur Maurice Kamto et Belobouba Maïgari, Issa Chiroma Bakari, qui se sont rendus au domicile du professeur Maurice Kamto pour échanger. On a vu des communiqués qui ont été rendus publics. Alors, selon vous, est-ce qu'il est probable et possible d'avoir une coalition entre le MRC, le FSNC et M. Belobouba Maïgari, l'UNDP de Belobouba Maïgari, pour que les 3 partis du moins présentent une candidature unique? Cela est de l'ordre des possibilités, mais en même temps de l'ordre de l'impossibilité. L'ordre des possibilités, d'abord, c'est que lui, s'il démissionne rapidement et précipitamment du Manidem, c'est pour pouvoir conduire ces dialogues-là. Parce qu'il ne pouvait pas les conduire en tant que militant du Manidem. Sauf à associer le Manidem. Mais au Manidem, il n'était qu'un simple militant. Et il fallait demander l'autorisation, l'ordre, n'est-ce pas, de Ekane Anissé. Donc il démissionne rapidement pour pouvoir être en position de faire le marchandage politique. Mais sauf que là, il est toujours simple membre au sein du MRC. Non, et il arrive. C'est cousu avec du fil blanc. Il arrive, il ne démissionne pas pour être simple membre. Nous le disions tantôt que Mamadou Mouta n'attend que ça pour céder sa place. Mais sauf qu'au moment où il mène ses consultations, il n'est pas président. Je suis d'accord. Il est militant. Mais je vous dis que le reste là, c'est les habillages. Mamadou Mouta sait qu'il n'est pas président. Même quand il était au MLC, tout le monde sait que c'est lui le président. Ils disent que c'est une ruse, qu'il était au Manidem en sous-marin. C'est-à-dire que, mais c'est lui le véritable président. Mamadou Mouta n'est pas véritablement président. Il chauffe seulement. Il ne peut pas prendre des décisions. Tout ce qu'il fait, il lui demande. Même les réunions. On a vu, il a nommé le professeur Jean-Calva Abaoyono comme son conseiller spécial. Et vous croyez qu'il ne prend pas les ordres? Ne soyons pas naïfs. C'est sur haute instruction. Nous sommes sur haute instruction, si vous voulez. Mais en tout cas, je disais donc que c'était de l'ordre du possible, virtuellement, mais de l'ordre de l'impossibilité aussi. Quels sont les arguments? Les arguments, c'est que vous avez constaté que nous sommes à l'ère de la séduction, à l'ère et à l'heure de la séduction. La campagne électorale, la pré-campagne en ce moment-ci, c'est pour séduire. Issa Chiroma qui se fait anoblir, notable Bamileke, il a d'abord voulu aller s'incliner sur la tombe d'Aïdjo, ensuite Belobouba qui va saluer le roi Soukudjou, maintenant ils s'en vont tous les deux à tour de rôle pour voir Kamto, pour pouvoir séduire l'électorat. Chacun quémande un mot d'ordre de Kamto. Est-ce que quelqu'un est allé voir Mamadou Mouta? Non. Non, parce qu'il n'est pas le vrai président. Le vrai président, c'est Maurice Kamto. Et c'est donc pourquoi tout le monde va vers lui. Et pourquoi? Parce que Mamadou Mouta ne peut donner de mot d'ordre à personne. Donc Mouta n'est qu'un figurant. Il est un figurant, il va donner le mot d'ordre qui va réussir. Il est quand même vice-président, même si officiellement il n'est pas président, il est quand même président par intérim. S'il perd sa posture de président, il redevient président, vice-président. Monsieur... Donc il a quand même les capacités et le pouvoir, l'influence de prendre une décision. Monsieur Bruno Bidjan, vous êtes très intelligent, vous voulez seulement me faire bavarder. Vous savez bien que ce n'est pas possible. Vraiment, lui là, il ne sait, il est là pour chauffer le banc.
le président est là. Celui qui a les militants. Celui qui a les militants comme dirait un de vos, bon, je veux dire, Abel Elimi Lobé, Oui. qui a les militants de la tribu. Parce que c'est un parti qui a les militants de la tribu. Vous comprenez? Donc ils sont plus nombreux. Mamadou Bota est là pour apporter sa quote-part du Nord, c'est-à-dire pour faire le lien ouest-nord. Oui. Et il essaye donc de dire aux nordistes, non, venez avec moi, c'est ce que j'apporte dans la cagnotte pour que nous puissions prendre Alors, le pouvoir. quels sont donc les arguments qui peuvent faire en sorte que cette coalition ne puisse pas être effective? Au moins ce consensus. Elle ne va pas être possible tout simplement parce que chacun pris isolément. On est en train de courtiser qui? Le deuxième à l'élection présidentielle de la fois dernière, qui lui avait 14%. C'est les 14% qu'on est en train de poursuivre. Et ceux qui le poursuivent avaient moins de 14%. Donc, Ceux qui le poursuivent n'étaient même pas en course. Ils n'étaient pas en course. Mais ils ne peuvent pas avoir ils ne peuvent pas gagner. Pris isolément, ça veut dire que, est-ce que Bello Bouba, lorsque vous partez depuis qu'il était candidat à la présidentielle, ça veut dire que, regardez ses résultats depuis. Issa Chiroma, c'est-à-dire les résultats qu'ils ont eus antérieurement. Est-ce qu'on peut reproduire ces résultats-là aujourd'hui? Est-ce qu'ils peuvent avoir ce pourcentage-là aujourd'hui? Est-ce que Bello Bouba peut battre le président Paul Biya? Lui-même, il sait que non. Est-ce que Issa Chiroma, tout seul, peut battre le président Paul Biya? Il sait que non, parce que c'est une question de capital politique. Tout le monde sait que le capital politique du président Paul Biya est beaucoup plus élevé. En l'occurrence, il est de 71%, à lui tout seul. Donc maintenant, il faut que les gens là puissent convaincre les militants du président Paul Biya de céder une partie de 71% pour que le président Paul Biya perde. Parce que même s'ils se mettent donc ensemble et que le président Paul Biya garde ces 71%, mis ensemble, ils ne peuvent pas le gagner. Mais si jamais... Et a fortiori, s'ils sont donc divisés. Oui. S'ils sont divisés. Or, ils le savent. Ils savent que s'ils s'unissent autour de Bello Bouba, ils font grandir l'UNDP au détriment du FSNC et du MRC. Est-ce que vous pensez que le SDF peut accepter d'entrer dans une coalition où le SDF va disparaître? Ces militants ne peuvent pas accepter. Les militants de FSNC, de Issa Chiroma, ne peuvent pas accepter. Donc, en réalité, ils ne vont pas pour gagner une élection. Ils n'accepteront pas de promouvoir une candidature qui va éteindre les autres. Ça date de 92, ça, avec John Frundi, Dame Joya, etc. C'est la même chose. Ils vont pour battre campagne pour les présidentielles, pour les législatives et les municipales qui sont derrière la porte dans 5 mois, dans 6 mois. Ils ne vont pas pour gagner une élection présidentielle. Mais si jamais cette coalition ou ce consensus venait à être effectif, oui. C'est-à-dire vous avez Bello Bouba, Issa Chiroma, oui. qui sont d'accord oui. que l'un d'eux oui. puisse porter les autres. Oui. Et vous avez le mot d'ordre oui. qui est donné par le MRC qui oui. dit votez soit le FSNC, oui. soit l'UNDP. Quel peut être l'impact de cette coalition, de ce consensus sur l'électorat du Grand Nord qui représente quand même une part importante dans l'électorat national? Quel peut être l'impact notamment direct sur le RDPC? Oui, je pense que ça aura un très grand impact. Ça aura un très grand impact s'il réussissait à s'unir, donc à diviser l'électorat du président Paul Biya dans le Nord. Ça peut le faire dans la Damawa, où Bello Bouba... À l'extrême nord aussi. Bello Bouba dispose vraiment d'une grande part de militants. À l'extrême nord, un peu moins. Car l'extrême nord ne peut pas être totalement acquis à Issa Chiroma. Non, pas du tout. Parce que vous avez dans l'extrême nord, vous n'avez pas que les Peuls. Vous comprenez, il y a d'autres tribus qui sont très nombreuses et qui ne pourront pas suivre Issa Chiroma. Ces
tribus Il y du en a Nord, aussi du Septentrion. qui manifestent leur désintérêt vis-à-vis du RDPC et qui ne le cachent le, pas. Le fait est que ils sont reconnaissants envers le président Paul Biya d'avoir érigé le Septentrion en 3 régions. L'extrême nord, Marois, Kousseri, adore le président Paul Biya pour ça. Parce qu'avant, on avait cette province. Et la Damawa, le nord, là, tout ça, c'était une seule province dominée par un seul groupe tribal là-bas. Et c'est grâce à Paul Biya que beaucoup ont émergé. Et la nomination de 2 généraux qui sont des Moundans là-bas n'est pas étranger à cette politique parce que le président Paul Biya a fait la promotion des autres composantes du Septentrion qui ne sont pas forcément des peuples. Mais est-ce que ces arguments, Jean de Dieu Momo, est-ce que ces arguments sont des arguments qui peuvent rassurer l'électorat aujourd'hui quand on voit les images qui viennent du Grand Nord avec des populations qui manquent d'écoles, qui n'ont pas de route et qui ont manifesté ouvertement contre le régime. Est-ce que ces arguments peuvent prévaloir pour convaincre l'électorat à continuer à soutenir le président Paul Biya que de prendre l'alternance qui leur est proposée par leur fils, on va le dire comme ça? Cette alternance ne peut pas arriver maintenant. Peut-être plus tard. Ils ne peuvent pas gagner maintenant. Ils le savent. Et puis, dire qu'il n'y a pas d'école. On ne peut pas construire les écoles partout. Il y a plus d'écoles qu'avant. Est-ce qu'il n'y a pas plus d'écoles qu'avant, que pendant le règne d'Aïdjo? Est-ce qu'il n'y a pas plus de routes que pendant le règne d'Aïdjo? Est-ce qu'il n'y a pas plus d'hôpitaux dans le Nord, dans le Grand Nord, c'est-à-dire la Damawa, le Nord et l'extrême Nord, que pendant le règne de leurs propres frères? Est-ce que si on veut mettre ça dans la balance, on va demander comme avec Mme Condé, il y avait quoi avant? Et on va voir ce qu'il y avait avant par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. Il n'y a que 43 années se sont écoulées. Il n'y a que 43 années se sont écoulées, oui. Et que moi j'ai vu, n'est-ce pas, inaugurer un hôpital général là-bas, régional, d'une grande valeur, d'une grande beauté. Un hôpital qui n'existait pas. On a vu des gens du Nord qui sont maintenant dans l'appareil de l'État qui n'étaient pas là. On a vu beaucoup de gens du Nord qui sont... Écoutez, toutes les tribus au Cameroun essayent de faire ce que vous êtes en train de dire là. Parce que chacun veut tirer la couverture de son côté. C'est-à-dire il y a le 10 millions de nordistes et les mémorandums du Grand Nord dont Issa Chiroma était les signataires. On a vu Issa Chiroma aller s'asseoir dans une salle, n'est-ce pas, on ne peut pas appeler ça une salle de classe, c'est-à-dire près d'un arbuste où il y a les bancs. Nous aussi, monsieur, on a étudié sur des bancs comme ça. Nous aussi, moi, j'étais assis sur des bancs en bambou. Et vous pensez que la tradition doit se répéter? Et qu'aujourd'hui, dans mon village, il y a plus d'écoles. D'accord? On ne va pas construire le Cameroun en un seul jour. J'ai écrit sur des bancs en bambou fabriqués par les parents. Je me suis assis sur des bancs en bambou. Et que pour écrire sur la table, il fallait poser l'ardoise. Parce que vous savez, c'était pas plat. Nous avions l'ardoise. Donc, dans le Nord, je comprends. Excusez-moi de m'exciter, mais c'est parce que je suis vraiment offusqué. Qu'on ne voit que le mal et qu'on ne veut pas voir les avancées. Je suis offusqué. On ne peut pas construire un pays dans ce... Le Nord, c'est vaste. Et dans le Nord, dans l'extrême Nord, il y a des villages comment on va dire, le modernisme n'a pas encore atteint. On fait des choses, mais on ne va pas le faire en un seul jour. Mais sauf qu'on a l'impression que vous ne communiquez pas assez. Vous qui soutenez le président Paul Biya, est-ce que lorsque vous vous rencontrez dans les réunions stratégiques, vous leur dites quand même, essayons de prendre des initiatives pour montrer au peuple ce que nous avons fait. C'est vrai que nous avons des documents aujourd'hui vous êtes en train de faire. Comme le magazine. Combien de personnes vont lire? Donc moi, je suis le porte-voix. Je suis le porte-voix, pourquoi? Parce que j'étais là-bas, dans l'évangile du mal, c'est-à-dire ceux qui racontaient, n'est-ce pas, disaient du mal de leur propre pays. Ceux qui ne voyaient que les trous sur la chaussée, qui ne voyaient que les poubelles et qui ne voyaient pas aussi les autres qui travaillent, qui ne voyaient pas, n'est-ce pas, les Bayam Salam, les Moto Tassiman, tous ceux-là, qui ne veulent pas voir les avancées. Je suis d'accord. Au Nord,
comme au sud, comme à l'est, comme à l'ouest, comme partout au Cameroun, il y a des écoles qu'on appelle écoles juste parce qu'il faut dire école. Mais que ce sont les parents qui ont mis des briques. Ce n'est pas l'État qui est parti mettre des bancs dans la forêt pour enseigner. Vous savez bien qu'il y a eu un temps, lorsqu'on était au nord, il y avait très peu de personnes qui avaient de l'engouement pour les études. Ils étaient derrière les vaches. Donc l'État a fait déjà l'effort de les scolariser. Très peu allaient à l'école. Et à cause des parents qui refusent même, on allait pour suppléer les parents. L'État a même utilisé la force pour utiliser les parents, pour obtenir l'adhésion des parents. Alors, le fait qu'on ait aujourd'hui 2 candidats qui ne sont pas à négliger dans cette élection présidentielle, parce qu'ils représentent quand même un certain électorat qui vient des régions qu'on a toujours présentées comme étant des régions qui donnaient toujours la victoire tout à fait au président national du RDPC. Le fait que ces 2 candidats aient souvent contribué à cette victoire-là et qui maîtrisent mieux aussi les faiblesses du parti au pouvoir ou du régime, est-ce que cela n'est pas à prendre très au sérieux au regard, par exemple, de la banalisation que certains continuent de faire, à dire que Issa Tiroma représente quoi, Belebouba représente quoi? Est-ce que cette menace n'est pas à prendre très au sérieux? Elle est à prendre au sérieux et je suis d'accord avec vous. Je le disais ailleurs que j'ai le sentiment que les gens ne voient pas le danger. J'ai dit que les partisans du chef de l'État ils me donnent l'impression qu'ils ont déjà gagné, alors qu'ils n'ont rien gagné. J'ai dit que l'élection de 2025, l'élection présidentielle, va être plus difficile, plus dure. Les gens pensent que c'est acquis. Et ils commencent même déjà à distribuer les postes. Bon, Momo, vraiment, on l'a déjà récompensé, il faut qu'il dégage, on met tel autre, etc. Je dis, j'entends ça. Ok? Alors, parce que les gens pensent que moi, je suis venu pour contrer Kamto. Vous n'avez pas peur quand vous entendez ça? Non, je ne suis pas venu pour ça. Et pourquoi je devrais avoir peur? Vous avez appris votre part? Non, monsieur, je vais vous demander, les gens qui disent ça, on sort dans une équipe de football, on sort un joueur qui est fatigué, n'est-ce pas? Ou qui mouille, on va dire ça comme ça. Vous êtes fatigué? Moi, je ne suis pas fatigué, je suis celui qui mouille le maillot. Hein? Je veux dire, dans l'appareil, qui est-ce qui mouille le maillot? Qui est-ce qui communique? On m'a même reproché de trop communiquer, d'être toujours là. Parce que, oui, il y a des gens qui ont eu de l'outrecuidance de me dire cela. Qui sont du régime? Oui, bien sûr. Et je leur ai dit, je suis le maître de mon propre parti. J'ai le droit de parler au nom de mon parti. Mais vous appartenez aussi à un gouvernement? J'appartiens à un gouvernement, mais qui a une certaine... oui, mais monsieur... Un certain règlement intérieur que vous devez respecter. On appelle ça le devoir de réserve. Devoir de réserve. Non, il faut éviter ça. Je crois qu'il faut tordre le cou à cette affaire qu'on appelle le devoir de réserve, qui fait que les gens cachent n'importe quoi sur le devoir de réserve, que les gens ne veulent pas communiquer sur les réalités. Il faut défendre la politique du chef de l'État. Les gens ont peur de se faire insulter. Alors qu'ils font des choses. Ils font des choses et ils ne veulent pas communiquer dessus. Je ne sais pas s'ils ne veulent pas ou s'ils ne peuvent pas. Mais il est extrêmement important de communiquer. Parce que si le peuple était au courant, se met au courant de tout ce que nous faisons, ils ne diraient pas n'importe quoi. On leur dirait, mais vous demandez ceci, mais voilà ce qu'on est. Prenons les routes par exemple. Combien de routes avions-nous pendant l'époque d'Aïdjo? Combien de kilomètres de routes? Et combien il y en a aujourd'hui? C'est-à-dire qu'il faut faire des comparaisons comme ça pour leur montrer. Combien d'écoles avions-nous? Combien de lycées? Moi, je viens de Tchad, où il y avait un seul lycée dans tout le département. Et aujourd'hui, il y a combien de lycées? Et à l'ouest, dans ces années 70-là, il y avait combien de lycées? Il y avait le lycée de Tchad, qui n'a bénéficié de son lycée que parce qu'il était l'ancien chef de région Babeleke, donc de la région de l'Ouest, et le lycée classique de Bafoussam, qui a bénéficié au détriment de Tchang, de la capitale, puisqu'on a retiré la capitale régionale de Tchang pour aller mettre à Bafoussam, et ils ont bénéficié. Les gens de Bouddha, ils n'avaient pas le lycée. Tous les gens de Babouto, c'est au lycée de Tchang
qu'ils ont Il y a aussi fréquenté. des Je lycées parle de mes amis. Il y a plusieurs lycées qui existent, mais Donc. qui manquent, par exemple, d'infrastructures, Oh, qui manquent d'enseignants. vraiment, vous êtes le véhicule de Non, l'évangile je vous du relance mal. tout simplement. Mais non, ce allez n'est pas dans pour- l'arrière-pays. Monsieur. Allez dans l'arrière-pays, Jean de Dieu Monsieur, Momo. Et pourquoi? vous allez comprendre ce que je dis, que c'est Pourquoi? vrai. Je dis que c'est vrai, mais pourquoi? L'État a failli où? L'État a formé des enseignants. Les gens qui volent l'État, que l'État a formé à coût de millions, et qui ont pris cet argent pour aller servir d'autres pays. Combien sont les enseignants qui ont quitté notre système clandestinement, parfois même en empruntant de l'argent? Mais parce que vous n'avez pas valorisé aussi leur potentialité. Monsieur, valoriser, ça veut dire quoi? Vous n'avez pas reconnu à leur juste valeur, à sa juste valeur, leur travail. C'est pour ça qu'ils sont obligés de moi, partir je pense- ailleurs, je pense pour que- aller rechercher mieux ailleurs. C'est légitime. Je pense que vous voulez seulement m'énerver. Parce que quand vous soutenez une chose pareille, M. Bidjan, en Suisse, qui est un autre pays, lorsque vous êtes né, l'État ouvre le cahier comme ça en deux. Hein, la contribution de l'État, la contribution de la famille. De la famille. Si, arrivé à maturité, vous voulez partir, l'État calcule. Vous lui payez ce qu'il a dépensé pour vous et vous pouvez partir. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont fait le lycée, qui ont eu des bourses, qui ont fait l'université gratuitement, qui ont bénéficié de toute la formation jusqu'en maîtrise, L'université n'est pas gratuite. jusqu'à l'université. Elle n'est pas gratuite. L'université est gratuite. À quel moment, à quel Oh, niveau? l'université a toujours été gratuite. On ne paye pas l'université. Il y a une pension de 50 000 francs. Mais non, ce n'est pas une pension. Ce sont les frais universitaires. Nous, ces frais-là ont grandi avec le temps. De notre temps, c'était 4 500. D'accord? Aujourd'hui, c'est 50 000. Ce sont des frais universitaires. OK. Quittez donc l'université publique. Allez dans les universités privées, puisque le Cameroun, Paul Biya, a favorisé la construction des universités privées. Allez-y alors. Vous allez payer 1 500 000. Voilà le coût. Le coût d'une université normale, actuelle, c'est au minimum 800 000 francs. 1 million. Si vous payez 50 000 francs de frais universitaires, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui paye le surplus. La personne qui paye le surplus s'appelle l'État de Paul Biya. Il y a des fascicules. Vous croyez que c'est n'importe quel parent qui envoie encore son enfant à l'université aujourd'hui? Et vous croyez que Pour en aller à Allemagne, soi, il faut- vous croyez qu'en il faut Allemagne, louer- aux États-Unis, Il faut dans louer le une pays, chambre. Il faut louer une chambre et aujourd'hui les bailleurs ne prennent et plus vous 2 pensez mois. que c'est l'État qui fait Les ça? bailleurs ne prennent plus 2 mois, ils prennent 12 mois. Il faut payer toute l'année. Combien de parents peuvent prendre une chambre Donc, moderne à leurs enfants c'est ça. à soi pour aller étudier à l'université? Il y a les fascicules, il faut manger. Tout cela en coût. Tout cela revient plus cher que Donc- les frais universitaires dont vous parlez. Donc c'est la faute de Paul Biya. C'est Paul Biya qui doit payer aussi la pension pour Ah, vous. c'est pour vous montrer aussi les Il y a compensations. quand l'université s'est créée, il y a eu les chambres universitaires. On ne donne pas à tout le monde, on donne à certains qui ont la Nécessité. bourse. D'accord. Voilà, on donnait à certains qui ont la bourse. Il y avait le restaurant universitaire. Qui existe Donc, toujours. Qui existe toujours. À 100 francs, Oui, c'est voilà, 100 francs. le Ça veut repas. dire mais à 100 francs, là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui paye. Il y a l'hôpital. Dans les hôpitaux, là, la consultation, c'est 3 000. Allez dans une clinique privée, vous allez payer 15 000 francs. Il y a quelqu'un qui paye le surplus. Et que ceux-là, justement, qui critiquent l'État, ceux qui sont aux États-Unis, là, comment ils envoient leurs enfants à l'université? Il faut qu'ils vous disent comment ils payent. À Londres, dans le Royaume-Uni, combien ça coûte? En Allemagne, là, à côté, pour aller à l'université. Est-ce que tout le monde va à l'université? Oh, chez nous, la porte de l'université est ouverte à tout le monde. Et les facilités sont données à tout le monde. Vous me parliez de 50 000 francs comme étant la pension. Ce n'est pas la pension, c'est les frais. Et les 50 000 francs là, le chef de l'État, Paul Biya, a dit que les meilleurs étudiants qui ont 12 sur 20 se verront rembourser les frais de 50 000 francs là. Moi-même, j'en ai bénéficié. Quand je faisais mon master, j'ai bénéficié parce qu'il fallait avoir 12 sur 20 et on ne distinguait pas si moi j'étais vieux ou jeune, etc. On voit seulement 12 sur 20. Donc, voilà, monsieur, ce que l'État fait. Je pense qu'il est extrêmement important quand même de dire quelquefois merci à l'État. Et les gens qui parlent là, je ne veux pas simplement prononcer des noms. Il y a un type qui bavarde beaucoup à Paris,
qui est enseignant là-bas. Un jour, je lui ai dit que tu as fait le lycée de Yabassi. Genre, gratos, gratuitement. Après, tu as fait l'université de Yaoundé. Après, on vous donnait la bourse. Après, vous êtes entré dans le Parlement, vous avez fui, on vous a chassé, vous êtes parti. Et maintenant, vous êtes médecin, docteur dans je ne sais plus moi quoi. Et vous insultez le Cameroun. Ils sont nombreux comme ça. Donc, le mal de ce pays, monsieur Bidjan, c'est la méchanceté de ses propres enfants qui ne veulent pas reconnaître ce que l'État a fait. J'en parle avec autorité. Et on le parce voit que d'ailleurs j'appartenais à ce groupe-là. Oui, j'appartenais à ce groupe où du matin au soir, on ne dit que du mal de l'État. Il y a des groupes, parce que la société vous transforme. Oui. Selon que vous serez dans tel groupe, dans telle tontine, dans tel foyer, dans tel regroupement tribal, on ne parlera que de l'État en mal. On ne dira jamais ce que l'État fait. L'État de Paul Biya a fabriqué des milliardaires dans chaque région.